Président Prince Willy Michiki, bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand acteur politique de la vie nationale de la République démocratique du Congo. L'actualité au pays, très largement dominée avec la nomination de nouveaux informateurs censés rechercher une majorité à l'Assemblée nationale pour la nomination du Premier ministre ainsi que de son gouvernement. Il s'agit de Augustin Kabouya. Quelles sont vos impressions? Est-ce que ça vous surprend ou bien c'est la personne auquel vous vous attendez? Bon, ça ne me surprend pas du fait que lorsque le, la liste des candidats députés nationaux a été rendue publique, donc le soi-disant proclamé par la CNI, l'IDPS a quand même pris de l'avance par rapport à d'autres partis politiques et regroupements. Mais comme aucun parti n'a eu la majorité de députés, c'est-à-dire que 250 plus 1, conformément à l'article 78 de la Constitution, il fallait que le chef de l'État, qui a la compétence exclusive de désigner un informateur, puisse le faire. Et naturellement, il a pris le chef de la famille politique qui a eu plus de députés, même s'ils n'ont pas eu la majorité. C'est à ce titre-là que l'honorable Augustin Kabouya a été désigné. Mais nous pensons, à ce qui nous concerne, que cette nomination est intervenue plus tôt. Certes, la Constitution dit que l'informateur a un mandat de 30 jours, une fois renouvelable. Mais nous pensions qu'à ce stade actuel, pendant que l'Assemblée nationale est en train de procéder à la validation des pouvoirs du député proclamé élu, en ce moment-là, la CENI est en train de revisiter d'autres cas que la CENI appelait des rectifications de députés qui siègent déjà aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Au même moment, la Cour constitutionnelle est en train d'examiner des cas de contentieux. Et comme vous le savez très bien, la CENI aurait laissé passer plus de 143 députés proclamés élus qui auraient trempé dans la fraude ou la tricherie, qui devraient en principe être invalidés. Donc, la Cour, certainement, puisque nous faisons foi, nous avons confiance à cette Cour constitutionnelle, elle va désigner les véritables élus issus des urnes, puisque le juge de la Cour constitutionnelle, le juge du contentieux, est un juge du scrutin de la sincérité. C'est pièce contre pièce. Si vous arrivez à convaincre le juge de la sincérité que vous avez bel et bien obtenu plus de voix, avoir été élu dans la transparence, la Cour va vous déclarer élu. Donc, or, la Cour, conformément à la loi électorale, a 2 mois pour procéder à l'examen des cas de contentieux. Comme elle a commencé le lendemain de la proclamation des élus actuels, donc c'est du 15 janvier au 15 mars. Donc moi, j'estime, ce qui me concerne, que le chef de l'État aurait dû attendre jusqu'à ce que nous puissions avoir des élus proclamés par la Cour constitutionnelle, conformément à la loi, pour avoir une idée claire sur une véritable majorité. Ça, c'est mon point de vue personnel. Qu'à cela ne tienne, je pense que l'honorable Kabouya Augustin, il avait déjà commencé ce travail depuis longtemps. Rappelez-vous que lorsque le PCR a fait sa sortie, c'était un coup dur subi par l'Union sacrée. On a vu certains leaders de l'Union sacrée protester et même d'autres crier à la trahison. Et c'est Kabouya qui a fait la médiation pour éviter que la case Union sacrée ne puisse brûler. Donc il est déjà préparé pour ça.
Mais nous pensons que pour les premiers mois, il ne pourra pas faire grand-chose, d'autant plus que la Cour constitutionnelle n'aura pas encore terminé l'examen de contentieux, puisqu'aujourd'hui nous sommes à plus de 1200 contentieux, ça demande beaucoup de temps. Donc, nous avons salué cette démarche qui rassure les Congolais, parce que les Congolais voudraient avoir réellement un formateur qui sera désigné, qui sera un homme. Moi, je préfère que ce soit un technocrate capable de rassembler les Congolais et les Congolais. Il faut dire que ces élections ont divisé quand même une partie de nos compatriotes et qu'il faudrait que le prochain Premier ministre, qui sera le chef de gouvernement, puisse tenir compte de toutes les tendances, y compris de l'opposition. J'insiste bien, je suis de la majorité, je suis de la mouvance présidentielle. Mon rêve à moi serait de voir dans les prochains gouvernements, pas des députés qu'on va débaucher, pas des membres qu'on va débaucher, mais de représentants de l'opposition en vue de pouvoir réconcilier les Congolais avec lui-même et surtout repenser les plaies qui sont en train encore de saigner suite à la campagne électorale parfois désabusée que nous avons connue. Mais Prince Willy Michiki, vous saluez la nomination, mais dans les réseaux sociaux, mais également dans la classe politique, beaucoup disent que Kabouya n'est pas l'homme de la situation, parce que même lui-même, au sortir de l'audience qu'il a eue avec les chefs de l'État, il a même dit qu'il ne sait pas quoi faire, il va consulter les gens qui ont fait ça avant lui. Quelqu'un qui, de manière solennelle, n'a pas l'idée de la tâche qu'on a confiée, croyez-vous qu'il va bien exercer ses fonctions? Oui, cela n'est pas, je ne crois pas que l'honorable Kabouya était informé. C'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de désigner parmi les regroupements en vie ou qui auraient fait plus de lits à pouvoir jouer le rôle d'être. Il n'est qu'un informateur, il n'est pas formateur du gouvernement, c'est qu'un informateur. Il n'est pas préparé, il a lui-même avoué cela. C'est normal, mais la préparation c'est quoi? Une fois qu'il est nommé, comment allait-il être préparé s'il n'avait pas encore ses charges sur ses épaules? Maintenant, comme il est nommé, il doit prendre les collaborateurs, il doit s'entourer même de personnalités de divers gabarits, même de l'opposition. Non, pas de l'opposition, plutôt de la mosaïque, puisqu'il y a aussi beaucoup de regroupements de mosaïques qu'on ne connaissait pas, pour savoir quelle est la conduite à tenir. Je pense que la première des choses d'abord, c'est d'identifier d'abord toutes les partis politiques et regroupements qui se réclament de la mouvance présidentielle. Je donne un cas. Moi, je suis cofondateur de l'Union Sacrée. Quand vous regardez aujourd'hui la charte de l'Union Sacrée, vous verrez Inanna, membre fondateur, représenté par son président national, Willy Michiki. Mais je ne fais plus partie de l'Union Sacrée. C'est ça la nuance que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous tous qui soutenons le chef de l'État, nous ne sommes pas dans l'Union Sacrée. Action pour l'unité nationale est un regroupement qui a même comme autorité morale le président Tshisekedi, Félix, mais nous ne sommes pas dans l'Union Sacrée. Alors, le rôle maintenant de l'honorable Kabouya consiste à identifier toutes ces forces-là, qu'elles soient de l'Union Sacrée ou en dehors, et puis il va même aller plus loin, il va même consulter des personnalités, même qui n'ont pas pris part aux élections, mais à cause de leur aura, de leur ancrage, on a besoin d'eux pour donner une certaine légitimité au gouvernement. Mais Prince Willy Michiki, beaucoup disent que Augustin Kabouya n'aura pas une tâche difficile ou bien il doit seulement légitimer les forces qui existent déjà. Il parle de la composition de PCR, l'autre regroupement de l'actuel Premier ministre Samalou Kondé. On dit qu'il doit seulement voir toutes ces forces-là et le travail sera bouclé. Ou bien vous considérez qu'il ne doit faire fi de toutes ces plateformes qui se sont constituées et recommencer tout à zéro? Je crois d'abord qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit,
que beaucoup de forces politiques actuelles qui ont gagné les élections se réclament soutenir les chefs de l'État. Mais puisqu'il faut respecter d'abord la Constitution, je rappelle ici en passant qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut pas abroger une disposition constitutionnelle. J'ai suivi dans les débats dans certaines classes politiques ou dans les réseaux sociaux aussi, dire que l'arrêt, le mandat des députés n'est pas impératif. Je voudrais expliciter ça pour une fois de plus, quand je vois l'arrêt 1454 comme l'arrêt 1438 qui stipule que le mandat de député n'est pas impératif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous êtes un élu, que ce soit député national ou sénateur, vous n'êtes pas esclave de votre parti politique ou de votre regroupement. Mais lorsque nous revenons à l'article 110 de la Constitution, c'est clair. Le mandat de député, comme celui de sénateur, appartient à son parti politique ou à son regroupement. Lorsque un élu démissionne délibérément de son parti politique ou de son regroupement, il perd les mandats. C'est là où je dis qu'il faut faire très attention. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été élus sur les listes d'un certain regroupement politique ou parti politique. Une fois à l'Assemblée nationale, ils changent. Non, là vous perdez les mandats. Puisqu'on ne vous a pas pris en otage, c'est vous qui quittez délibérément votre parti politique au regroupement. Et c'est pour ça que l'informateur doit veiller aussi. Il ne faut pas que les gens gonflent des majorités fantaisistes. Il ne doit pas considérer le PCR et d'autres groupuscules qui se sont déjà créés. Oui, mais le PCR n'a pas une existence légale. Ne sont considérés ici que les partis politiques et regroupements qui ont pris part aux élections de 2023. D'accord. Lorsque vous avez un regroupement créé des faits, ce regroupement-là ne peut pas être... C'est le cas qu'on disait même à l'Assemblée à l'époque. L'Assemblée était créée postérieurement aux élections, donc on ne peut pas considérer l'Assemblée comme une force politique capable d'être considérée parmi les forces ayant gagné les élections. Président Michiki, vous demandez que l'informateur puisse même voir les opposants pour qu'ils adhèrent dans le gouvernement. Mais cela n'équivaudrait pas à dire qu'il n'y aura plus d'opposition à la République démocratique du Congo. Non, l'opposition est reconnue par... Il y a même une loi qui organise les statuts de l'opposition. Mais si, elle entre dans le gouvernement. Mais non, c'est-à-dire que le fait que l'opposition entre au gouvernement ne dit pas que l'opposition, on lui retire sa qualité d'opposition. C'est un gouvernement de large union nationale. Parce qu'il y a un contexte spécial qui a fait que ces élections ont divisé une partie de la République, une frange importante de nos compatriotes. Et cela recommande, puisque le chef de l'État est au-dessus de la mêlée, le chef de l'État est le premier citoyen et il doit veiller à l'unité nationale. Il a prêté un serment pour ça. C'est dans ce cadre-là qu'on peut, au début d'abord, mettre en place un gouvernement qui serait dirigé par un technocrate en vue de rassembler d'abord les Congolais autour de valeurs, pas autour des intérêts mesquins, politiques et comme ça. Ça se fait partout. Ce n'est pas pour dire qu'on a tué l'opposition, non, pas du tout. C'est juste pendant un temps, et lorsque l'unité du pays sera refaite, les opposants pourraient retourner là où ils étaient et la majorité resterait là où elle est. Parlant de l'opposition, une frange de cette opposition, Ensemble pour la République, venait d'autoriser ses élus, malgré qu'elle avait contesté les élections demandant même son annulation. Moïse Katumbi vient d'autoriser ses élus à siéger à l'Assemblée nationale. Vous avez une réaction? Oui, nous avons salué cette sagesse de Moïse, comme les gens l'appellent. Il est Moïse. C'est un homme qui a le sens du pardon. C'est un homme qui n'est pas rancunier. Et cela aussi était un piège sur l'avenir politique de Moïse même. Rappelez-vous, même avant que ces décisions ne soient prises,
la plupart même des candidats, Onyembe et comme ça, étaient déjà partis à Contentier. Puisque ces 8 jours, il fallait dans les 8 jours se prononcer. Ils n'ont pas entendu que la mesure soit levée. Ils sont allés à Contentier pour protéger leur siège. Donc Moïse ne pouvait que suivre la majorité puisqu'ils ont été élus, puisque les Congolais et Congolais ont crié à nez. Même Moïse, si Moïse était élu, il ne refuserait pas de siéger à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu d'autres candidats qui ont été candidats présidents de la République, mais aussi candidats députés nationaux. Matata, par exemple. Matata, par exemple, c'est le cas. Il siège. C'est ça, en fait, la beauté de la politique congolaise. Je pense que, surtout pendant les temps que nous traversons aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment dépasser les clivages politiques. Le pays est agressé. Nous sommes en guerre ouverte. Nous devons tous mettre des comptes, tout ce qui nous divise, et regarder d'abord comment nous pouvons nous unir comme un seul homme pour faire face à l'agression auquel nous sommes victimes aujourd'hui. Terminons cet entretien justement par l'agression. Les bombes, à présent, continuent de tomber dans des communes de Goma. Beaucoup attendaient beaucoup du chef de l'État qui a fait une promesse disant qu'à la moindre escarmouche, il allait attaquer le Rwanda, voire même déclarer la guerre. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens dans les réseaux sociaux, disant que le chef de l'État a menti, le chef de l'État a peur, le chef de l'État a dit une parole aujourd'hui qu'il ne respecte pas. Votre opinion dans tous ces débats? Bon, je voudrais ici profiter de cette occasion pour éclairer la pensée du chef de l'État lorsqu'il a dit que s'il y avait une petite escarmouche, une bombe par hasard tomberait sur Goma, il convoquerait les 2 chambres en session extraordinaire en vue de déclarer la guerre au Rwanda. Et le chef de l'État, je vous dis, il continue à maintenir cette parole-là. Mais ça se voit pas sur le terrain. Mais aujourd'hui, les bombes, c'est ça le jeu aussi de nos amis, de nos agresseurs, pour les appeler des amis, ils ont fait le malin. Les bombes qui tombent dans la ville de Goma sont tirées, larguées à partir du territoire congolais, notamment de Massissi et une autre partie de Nirakongo. Donc aujourd'hui, il est difficile de prouver qu'il y aurait de bombes larguées à partir du territoire rwandais. C'est ça que le chef a dit. Là, il se joue de nous, et Dieu merci. J'ai appris que depuis hier, il y a une contre-offensive pour les repousser le plus loin possible. Mais nous continuons à dire que c'est vrai, l'armée, la véritable armée, c'est d'abord la population. C'est la première armée, c'est la population. Or, aujourd'hui, à l'Est, Nord Kivu particulièrement, nous, comme notables, nous ne sommes pas associés suffisamment. Je voudrais illustrer ici, par exemple, ici. Nous avons des vaillants combattants, de guerriers, je vous dis, qui ont tenu tête à certains groupes armés, notamment les M23 de l'époque, et même des organisations manipulées par les Rwandais. Je donne ici, par exemple, le général Kassikila, qui vient d'être élevé au grade de général de brigade après 22 ans, comme colonel full, puisque Mobutu, Kabila plutôt, ne voulait pas de ce brave militaire, puisqu'il a réussi à tenir tête au Rwanda et à ses supplétifs. Quelqu'un comme général Kassikila, qui vient même de faire une mission à Dungu et dans les Hautes-Ouélé comme commandant des opérations militaires, si ce monsieur-là, comme 9 autres, je vous dis, lui et 9 autres, je connais au moins 10 officiers militaires ici, que les FARDC, l'état-major général, préfèrent les mettre dépôt, comme on dit ici, dépôt, donc à la disposition de l'état-major général. Si ceux-là étaient déployés au Nord Kivu, dans 1 mois, cette guerre terminerait. Mais on préfère envoyer les amis, les frères de certaines provinces, de certaines ethnies, pour aller là-bas, juste pour des opérations de tour, faire l'argent. Est-ce que vous avez vu des officiers militaires envoyés pour
faire des commandements, au lieu d'aller au front, il se la coule douce dans les hôtels, à Serena et aussi à Goma. Et c'est à partir de là qu'ils commencent les opérations militaires. Ils n'ont jamais été au front. Et ça, c'est grave. Les fonds de ménage qu'on détourne. Regardez, le budget le plus important ici, c'est le budget de l'armée. Mais cet argent-là n'arrive pas à la destination. Je n'ai jamais vu IGF aller au ministère de la Défense ou à l'état-major général pour savoir comment est utilisé les fonds du trésor, nos contributions que nous donnons. Donc c'est ça au fait le problème. La deuxième et la troisième plutôt moyen que je peux aussi avancer, c'est que nous intéressons très peu au financement de toutes ces rébellions-là. Comment l'M23 est financé? Est-ce qu'il est possible vraiment un petit pays comme le Rwanda, comme l'Ouganda, avec peu de ressources qu'ils ont, tenir tête, soutenir un groupe armé, une rébellion pendant plus d'une année? C'est impossible. Même s'ils avaient les États-Unis, non. C'est puisque nous aussi, nous sommes en train de financer indirectement cette guerre contre nous. Je voudrais illustrer ça par un exemple. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. C'est un secret des polichinelles. Le Kenya n'est pas avec nous. Le siège aujourd'hui où se trament tous les complots contre la RDC, c'est à Nairobi, avec Alliance Fleuve Congo et tant d'autres. Mais c'est le Kenya aujourd'hui contrôle deux banques importantes du pays qui lui rapportent chaque année plus de 2 milliards de dollars. La TMB ici que vous connaissez, la PCDC Equity. Les échanges commerciaux, rien qu'au port de Mombasa, où les activités portuaires en importation comme en exportation avec la RDC représentent 40%. À un port qui fait plus de 20 milliards de dollars là. Vous vous rendez compte comment nous sommes en train de financer? Les trafics pour passer au Rwanda, rien que les droits de trafic là, de véhicules, camions, conteneurs au Rwanda, de Goma vers mon port de Mombasa ou le port de Dar es Salaam, en passant par le Rwanda, rapporte au Rwanda 700 millions de dollars chaque année. Donc on doit fermer tous ces trafics. Oui, mais moi je dis il faut arrêter ça, parce que nous sommes en train de financer notre propre guerre. La mine la plus importante aujourd'hui en Afrique de l'or, c'est qui va le gold mining. Tous ces minéraux-là passent par l'Ouganda pour atteindre le Kenya et le port de Mombasa. Donc, c'est pour moi je dis que nous sommes en train indirectement de financer la guerre contre nous, sans pourtant le savoir. Il faut toutes ces approches-là, puisque aussi longtemps qu'on n'aura pas arrêté la source de financement de toutes ces guerres-là, on ne pourra jamais gagner cette guerre. Président Prince Willy Michiki, merci beaucoup. Merci pour l'invitation.